Bonsoir. Bonsoir. Je te remercie d'être venu à l'invitation de mes amis. Je t'en prie. Bon, c'est vrai que avant de connaître Gilles Paris, quand on a un peu, quand on a même beaucoup l'habitude d'interviewer les écrivains, c'est ce que je fais depuis plus de 10 ans maintenant à Strasbourg et quelquefois ici, même sans connaître l'homme, Gilles Paris, on connaît Gilles Paris. Alors, il faut que je dise que je fais ce métier depuis bientôt 30 ans. En fait, l'année prochaine, je vais fêter mes 30 ans d'édition et 30 ans d'attaché de presse. Et j'ai envie de vous raconter une petite anecdote au départ, parce que entre l'âge de 20 et 25 ans, j'avais créé une société, une sorte d'Argus de la presse. On découpait les articles de presse dans les journaux au profit de nos clients, qui étaient des acteurs, des gens de cinéma, un peu d'édition, un peu de musique. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et j'étais très très ami avec beaucoup d'attachés de presse qui s'occupaient de cafés-théâtre, de pièces de théâtre, de films. Et je déjeunais souvent avec elles et elles me racontaient leur vie, elles me racontaient leur métier, elles me racontaient leur quotidien. Et surtout dans le cinéma, il y avait beaucoup d'anecdotes à propos des acteurs qui décidaient de repeindre une chambre qui ne leur plaisait pas assez dans un festival, ou le mobilier qui n'allait pas, ou tel caprice. Alors j'écoutais ces amis attachés de presse me parler de leur métier. Et je me disais à l'époque, s'il y a bien un métier que je ne ferai jamais, c'est bien le métier d'attaché de presse. Voilà un métier qui n'est pas fait pour moi. Et quelques temps après, j'ai une amie qui travaillait comme attachée de presse de cinéma et qui, entre-temps, était devenue rédactrice en chef d'une émission de cinéma sur Canal+, qui me dit « Je voudrais te faire rencontrer un écrivain qui publie un roman et cette personne... ne s'entend pas avec l'attaché de presse de la maison d'édition et elle cherche quelqu'un en extérieur pour s'occuper d'elle. » Et je lui dis, mais je sais pas, je connais pas ce métier. Elle me dit, mais c'est très simple, tu verras, rencontre déjà l'auteur. Et je rencontre cette femme avec qui je sympathise énormément, que je trouvais très belle. Elle ressemblait à Catherine Deneuve en brune et elle me faisait beaucoup rire, je la trouvais charmante. Son roman s'appelait Les Salons de Marie. C'était pas un très grand roman littéraire. C'était ce qu'on appelle un roman à deux mains. Elle l'avait coécrit avec un psychiatre assez célèbre à l'époque qui s'appelle Arnaud Marty-Lavozel. Et on décide pour ce roman de créer un faux prix littéraire qu'on appelle le prix littéraire à deux plumes. Il n'y avait aucun concurrent en lice. Le prix était directement remis au livre. Mais il y avait un jury qui était présidé par Jean-Claude Brialy. Et parmi les membres du jury, vous allez voir, il y avait beaucoup de gens de l'édition. Il y avait Azedine Alaya, le couturier, il y avait Valérie Caprisky, il y avait Claude Brasseur, il y avait tout des tas de gens de cinéma. C'était très sympathique. Et alors, on a fait une fête dans un restaurant parisien qui s'appelle Chez Natacha. Et sous le coup des 2 heures du matin, on a fait venir la chanteuse Ingrid Caven, qui a fait des chansons de répertoire allemand. Et puis c'était à une époque, j'imagine, festive, où les gens sont venus très nombreux à cette soirée. Et les acteurs, surtout, qui étaient présents, sont restés jusqu'au bout. Ça s'est terminé quasiment sur un petit déjeuner à 7 heures du matin. Et on a fait la fête toute la nuit, on a dansé toute la nuit. C'est des événements comme on en fait assez peu à Paris. Et j'avais eu une revue de presse absolument phénoménale sur cette soirée. Bon, sur le roman, j'avais pas eu grand-chose. J'avais eu un petit dossier de presse, rikiki. Mais sur la soirée, il y avait beaucoup de télé qui étaient venus à l'époque. On les faisait venir facilement dès qu'il y avait 1 ou 2 acteurs connus. Et donc, le patron de la maison d'édition, très impressionné, me fait venir dans son bureau. C'était Claude Carrère, qui était surtout un producteur émérite de musique, de disques. Et la première question qu'il me pose, puisqu'il voulait m'engager chez lui, moi j'étais juste extérieur sur un livre, il me dit, vous êtes quoi comme signe astrologique? Ah, je dis, je suis Bélier. Et si vous appelez quelqu'un à Télé 7 jours, vous appelez qui? Et là, je me retrouve vraiment marron, parce qu'à l'époque, je connaissais vraiment personne à Télé 7 jours. J'avais pas la moindre idée de la personne qu'il fallait appeler à Télé 7 jours. Le téléphone sonne. Claude Carrère prend le téléphone. Ça dure des plombes. Quand il raccroche, il a complètement oublié la question qu'il m'a posée. Moi, ça m'arrangeait bien. Et il me redemande, c'est quoi votre signe astrologique déjà? Et je lui dis Bélier. Il me dit, je vous engage. Et je vous promets que mon premier métier au sein de l'édition,
Ben, ça s'est fait comme ça parce que j'étais bélier. Et ça a plu à Claude Carrère et ça a été mon premier contrat. D'où viens-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce qui fait que ce soir, tes pas t'ont amené ici? C'est une question oui, un peu bateau, mais en même temps, on veut savoir ça parce que ça explique peut-être, à mon avis, beaucoup la suite. Je vais vous raconter d'où je viens, mais je vais encore vous donner une petite anecdote parce que je trouve qu'elle est très symptomatique et qu'elle décrit bien le métier d'attaché de presse. Et au fond, qui sont ces hommes ou ces femmes qui décident d'aller vers ce métier et pourquoi ils le font au final, même si moi, comme vous avez compris, j'ai un peu atterri dans ce métier par hasard. J'ai failli, à un moment donné, diriger le service de presse d'Albin Michel. J'ai failli. Je suis allé chez Plomb plus tôt, où je suis resté pendant 10 ans, et chez d'autres éditeurs, on en parlera tout à l'heure. Et quand j'ai failli aller chez Albin Michel, j'ai été reçu par le grand patron d'Albin Michel, qui s'appelle Richard Ducousset, et qui a l'art de vouloir déstabiliser les gens quand il les reçoit dans son bureau. C'est son grand truc. Je rentre dans son bureau, il ne me dit ni bonjour, ni asseyez-vous. Il me dit, avant que Patrick Poivre d'Arvor et Patrick Besson ne me parlent de vous, je n'avais jamais entendu votre nom. Et je le regarde et je lui dis, mais vous savez que vous me faites un merveilleux compliment, monsieur Ducousset. Alors là, j'avais heureusement un peu déstabilisé. Il me dit, comment ça, un compliment? J'ai dit, vous savez quand même, les attachés de presse, c'est des gens de l'ombre, c'est des gens qui sont dans les coulisses, qui sont dans les régies, c'est des gens qu'on ne voit pas. Vous venez de parler de 2 auteurs dont je me suis occupé, donc ça veut dire que j'ai bien fait mon travail, si vous vous souvenez de Patrick Poivre d'Arvor et si vous vous souvenez de Patrick Besson. C'est ça qui compte, c'est pas que vous vous souveniez de mon nom, qui est très important, c'est le travail qu'on fait. Moi, les coulisses, les régies, ça me va très bien. Et pour dire la vérité, c'est vrai que c'est un métier qui m'a plu tout de suite aussi à cause de ça. C'était pas tellement l'idée... comme je vous le disais, c'est un métier que je fais depuis 30 ans. Il était peut-être un peu plus facile dans les premières années qu'aujourd'hui, pour des raisons que je vous expliquerai après. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'était qu'on se sentait capable d'être à l'origine de quelque chose simplement par la passion, par l'envie, par la transmission qu'on souhaitait faire par rapport à quelque chose. Je vais vous raconter autre chose rapidement. Je me suis occupé longtemps d'un auteur dont vous avez sûrement entendu parler, qui est décédé il y a quelques années, qui est Jean Guiton, de l'Académie française. Jean avait fait à une époque un livre avec Jacques Lanzmann qui s'appelait « Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas ». Et j'allais régulièrement dans des émissions de radio nationale, de télévision nationale, accompagner Jean Guiton, et je le ramenais chez lui. Il habitait dans le 6e, rue de Fleurus, un premier étage. Il avait déménagé parce que comme il était très âgé, il avait des problèmes un peu pour marcher, donc il avait réussi à avoir un niveau dans le même immeuble, mais il avait trouvé un appartement plus proche pour lui. Et chaque fois que je le ramenais, en fait, je voulais le laisser monter, et puis il me disait... Vous voulez pas venir avec moi dans mon immeuble parce que je suis pas sûr que les lessitrés marchent vraiment bien. Alors je sortais du taxi, je demandais au taxi d'attendre, je montais avec Jean Guiton. Et puis quand on arrivait chez lui, vous voulez vraiment pas rentrer juste 5 minutes parce que je voudrais être sûr que j'ai pas oublié quelque chose sur le feu. Il inventait n'importe quoi, donc je rentrais avec lui. Et finalement il me disait, vous voulez pas rester un peu avec moi qu'on discute? Et donc je passais un temps comme ça avec lui, très agréable. Je me souviens, il y avait des bibliothèques sur son mur. Il y avait des étagères vides, avec un livre là, un livre là, enfin pratiquement pas de livres, et au sol, des énormes cartons, pleins de livres. Et un jour, je lui dis, si vous voulez, je viens un samedi, et je vous aide à ranger vos livres. Il me dit, malheureux, j'attends les bons livres. C'est pour ça qu'ils restent dans les cartons, ceux-là. Je dis, bon, très bien, donc j'attendrai. Et on sympathise, on fait pas mal d'émissions ensemble. Et puis un jour, il me dit une chose étrange. Il me dit, vous savez... François Mitterrand est venu me voir il y a quelques jours. Ah, je dis, ah bon? Oui, il est venu me voir. D'ailleurs, toute la rue était bloquée. J'avais des flics dans tous les étages, chez moi. Et il m'a parlé de la mort. Ah, je dis, ah bon, il vous a parlé de la mort? Oui, il m'a dit d'ailleurs qu'il lui restait assez peu de temps. Il était très malade et qu'il lui restait à peine 6 mois. Et on a évoqué certaines figures qui sont importantes pour lui.
Il me raconte ça pendant un certain temps, puis je repars de chez lui assez dubitatif, et je me dis, pourquoi il me raconte ça? Je ne suis pas son ami. Dans un métier comme celui-ci, on apprend très vite à prendre les distances qui s'imposent. C'est des gens qu'on aime bien, c'est des gens qu'on adore défendre, mais ce n'est pas des amis. Et je me dis, c'est un homme trop intelligent, s'il me parle d'une chose pareille, c'est parce qu'il sait qu'il parle à un attaché de presse. Et je me dis, est-ce qu'on peut dévoiler une chose pareille dans des médias? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Comment m'y prendre? Et j'étais très ami avec un journaliste de Libération qui s'occupait des pages religieuses. Il se trouve qu'on essayait depuis un certain temps de monter ce qu'on appelle la page profil. Vous savez, c'est la page portrait de Libération. Et que le passé un peu pétainiste de Jean Guiton lui coûtait un peu cher et qu'on avait du mal à monter cette fameuse page. Et je dis à mon copain journaliste, je lui raconte la scène. Il me dit, mais tu sais que c'est une bombe. Si jamais je parle de ça à mes rédacteurs en chef, ils vont vouloir faire la page portrait tout de suite. Alors je dis, écoute, voilà ce que je te propose. Je t'organise un rendez-vous chez Jean Guiton. S'il ne t'en parle pas, c'est que je me suis trompé. Et à ce moment-là, tant pis, il n'y aura pas de page portrait, tant pis pour moi. Mais s'il t'en parle, c'est que je ne me suis pas trompé. Mais je te demande, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas l'influencer et de ne pas lui poser une seule question dans ce sens-là. Et c'est aussi ce qui fait le sel de ce métier, c'est aussi les relations qu'on tisse avec les journalistes, de confiance. Et ce copain n'a pas failli à sa parole. Il est arrivé chez Jean Guiton. Il était à peine assis que Jean Guiton lui a tout de suite parlé de la rencontre avec Mitterrand. On a eu la page portrait qui est sortie 2 jours après. Les revues de presse n'ont parlé que de ça. Vous savez comment les médias s'emballent, ça devient dément. Et le soir, dans l'après-midi, François Mitterrand a donné une conférence exceptionnelle à Latché chez lui pour dénoncer les propos de Jean Guiton. Il n'avait jamais fait une chose pareille, il n'était jamais allé aussi loin. Et le soir, j'étais chez moi, je zappais entre TF1, France 2, France 3. Ils avaient tous fait leur ouverture sur les paroles de Jean Guiton. Et ensuite, je me suis dit, je ne sais pas comment Jean va prendre tout ça. Et donc, je l'appelle lâchement le lundi matin, je laisse passer le week-end, et je l'appelle le lundi matin, et je dis, Jean, vous allez bien? Il me dit, ah non, ça ne va pas du tout. Je dis, ah bon, vous avez un petit problème, vous avez peut-être eu François Mitterrand pendant le week-end? Oui, il m'a appelé, mais c'est pas ça. De toute façon, je ne suis pas un vieux gâteux, j'ai l'âge que j'ai, mais je sais ce que j'ai dit. Et c'est pas ça, c'est que j'ai eu une inondation terrible dans ma salle de bain. Tout a été inondé par terre. Vous vous rendez compte? Il a fallu que je manie la serpillière à mon âge. Mais en fait, l'histoire de Mitterrand, ça ne l'avait absolument pas traumatisé. Et c'est pour vous montrer que quelquefois, c'est même les événements qu'on est capable de monter peuvent vous dépasser dans ce métier, mais c'est ce qui fait aussi le sel de ce métier. Alors, je t'avais posé 1 ou 2 questions sur tes origines. D'où venais-tu? Oui. Tu te souviens? Ça c'est très bois, ça. Bon. Non, mais tu sais aussi que moi, je lâche jamais le morceau. Tu as raison. Donc, alors, je suis né à Paris. Enfin, je suis né à Suresnes. C'est juste à côté, dans un hôpital Foch, qui est un hôpital, au départ l'hôpital des cheminots. Je crois que c'est mes parents qui avaient des connexions. Enfin bref, c'est comme ça que je suis né là-bas. J'ai une enfance plutôt classique, plutôt heureuse. J'ai un papa architecte, j'ai une maman qui fout rien, qui essaye vaguement de nous élever, ma sœur et moi. J'ai une sœur qui va devenir très vite chanteuse, qui va devenir la guitariste de Julien Clerc, qui va faire des duos avec Maxime Le Forestier et qui, dès l'âge de 15 ans, fait des fugues invraisemblables pour faire des concerts au centre américain et se rouler par terre avec sa guitare électrique. Les fugues avec Maxime Le Forestier, d'ailleurs, ça va bien. Oui, non, hein, tout ça est très sympathique. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, maman, elle essaye vaguement de nous élever, mais la pauvre, elle a eu du mal. Et voilà, j'ai une éducation classique. On habite le 3e arrondissement à Paris. Je vais à l'école au lycée Turgot. Et puis, les choses se gâtent un peu en terminale parce que c'est vrai que je faisais pas grand-chose et que j'étais très mal parti pour avoir le bac. Et donc, mes parents se fâchent et décident de me mettre dans une boîte à bac, donc de me visser un peu parce que je sortais beaucoup. Enfin bref,
J'étais vraiment pas l'enfant sage rêvé. Et ce qu'ils ignoraient, parce que en plus, ce qui est idiot dans cette affaire, c'est que les boîtes à bac, bah, ça coûte quand même de l'argent, ça coûte cher même d'ailleurs, hein, sur une année scolaire entière. Et heureusement, on nous a donné les sujets du bac avant. Alors, on nous a pas dit que c'était les sujets du bac, évidemment, mais on nous a fermement conseillé de réviser ces matières-là, et en les révisant à fond, je l'ai eu de justesse. Donc, c'est pour vous dire que j'étais très très mal parti. Moralité, il faut être là au bon endroit, au bon moment. Mais bon, et puis je crois que c'est de bon ton de dire qu'on n'a pas été bon à l'école en général, mais c'est vrai que la seule chose que je vous ai pas dit, c'est que je voulais faire littéraire. Mon père voulait que je fasse maths, et que comme je ne pouvais pas faire littéraire et que mes résultats étaient trop déplorables pour que je fasse maths, j'ai fait sciences. Voilà, donc sciences, c'est un peu maths, mais un peu en moins chiant. Voilà, mais j'ai pas fait littéraire, mais je me suis rattrapé après. Voilà. Et l'entrée dans la vie professionnelle, ça fait comment Elle s'est faite très tôt en fait, parce que j'ai beaucoup aimé ça. C'est vrai que c'était compliqué par rapport à tous mes amis qui eux qu'on faisait des études, de longues études. Certains sont devenus avocats, médecins, et ils ont fait donc des études très longues derrière eux. Et moi j'ai travaillé tout de suite, et j'ai eu en plus mon bac avec un an d'avance. Et j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans, et tout de suite. Donc j'ai fait plein de petits boulots. Des petits boulots très sympas. J'ai été serveur dans un restaurant. J'ai testé des médicaments qui n'étaient pas lancés sur le marché. C'était très sérieux. D'ailleurs, on était très suivis pour ça. J'ai été garçon de bureau au Monde, à l'époque où le journal était rue des Italiens. Donc ça consistait à trier les dépêches qui arrivaient par tube et à trier le courrier. Je lisais à peu près un roman par jour. C'était pratique, parce qu'on était 4 par étage. Voilà, j'ai fait toutes sortes de métiers. Je travaillais en usine avec des outils de précision que j'emballais dans des boîtes, et puis les boîtes passaient très vite et il fallait se dépêcher de mettre le polystyrène. Et j'ai beaucoup sympathisé avec tous les gens qui travaillaient dans cette usine, puis moi je savais que j'allais pas y rester. J'étais manutentionnaire au BHV à 5 heures du matin avec tous les vendeurs qui se bourraient la gueule au Calva, et c'était pas évident de les suivre. Et toutes sortes d'autres métiers que j'ai fait. Et puis, grâce au Monde, au journal Le Monde, j'avais sympathisé avec les gens des petites annonces, et j'ai pu passer des petites annonces gratuitement, que j'ai pas payées. Donc. Et c'était jeune homme, 18 ans, étudierait toute proposition. Alors, j'ai pas été déçu. J'ai en effet eu toutes les propositions inimaginables et possibles. Je vous laisse votre imaginaire les chercher. Et j'en ai une aussi assez invraisemblable du ministère de la Jeunesse qui m'a engagé comme documentaliste. Et c'est comme ça que je suis rentré au ministère de la Jeunesse, où je suis resté 3 ans. Et après, j'ai monté mon agence dont je vous parlais tout à l'heure, mon Argus de la presse, pendant 5 ans. Après, j'en ai eu marre de travailler, et comme j'avais gagné un peu d'argent avec la boîte que j'avais montée, j'ai revendu les parts et j'ai vécu 1 an à l'étranger, à moitié en Afrique, en Sierra Leone, mais c'était pas encore la guerre et c'était un beau pays. Et puis ensuite en Grèce. Et puis au bout d'1 an, quand même, je suis revenu, un peu déphasé, un peu largué, sachant plus trop quoi faire. Et j'ai recommencé en douceur, j'ai été journaliste. Et en plus, comme j'avais gardé beaucoup d'amis attachés de presse de cinéma, elles m'ont fait des beaux cadeaux, elles m'ont offert des exclusivités d'entretien avec des auteurs. Journaliste dans quel journal ? Je vais te le dire, mais si tu veux, quand tu appelais les rédactions pour dire voilà, j'ai un entretien exclusif avec Adjani ou avec Robert De Niro ou avec je ne sais qui, tu peux travailler quasiment pour n'importe quel journal, même s'ils ne te connaissent pas. Et j'ai travaillé beaucoup pour le Figaro Magazine, j'avais une page dans Pariscope, j'ai travaillé pour Libération, pour le Nouvel Obs, pour beaucoup de journaux, beaucoup. Ça m'a été très utile ensuite par rapport à mon métier, bien sûr. Et j'ai continué à faire énormément de piges, et puis je suis rentré dans l'édition, comme je vous l'ai raconté, par hasard. Voilà. Est-ce qu'il y a une définition ? Alors la question est, j'en conviens, tout à fait bateau, mais elle est importante à poser parce que ça va nous emmener sur des territoires assez intéressants à mon avis. Est-ce qu'il y a une définition du métier d'attaché de presse dans la littérature, dans l'édition ? Est-ce qu'il y a une formule, une phrase qui caractérise bien l'action quasi quotidienne et les opportunités qu'on génère ou qu'on rencontre ? Je ne crois pas qu'il y ait une définition exacte même du métier d'attaché de presse. Il se trouve que je le fais dans l'édition. Pourquoi je l'ai choisi dans l'édition ? Parce que je me suis rendu compte
après mes débuts dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce métier que je ne voulais pas faire et que je fais depuis 30 ans, je me suis rendu compte que, au fond, ce qui me plaisait dans l'édition, au sens large, c'est que j'étais capable de défendre un auteur de roman, mais j'ai défendu des politiques, des hommes politiques, j'ai défendu des scientifiques, des géographes, j'ai même défendu un homme qui était en prison. Je suis allé le voir dans sa prison pour mieux le comprendre, pour pouvoir mieux défendre son livre. En fait, je me suis rendu compte que ce milieu de l'édition, qui est en vérité un milieu très conservateur et donc très hypocrite, est en fait aussi un milieu très ouvert, c'est-à-dire qui, moi, m'entraînait vers des horizons que j'avais pas du tout soupçonnés et qui ont fait que j'ai aimé vraiment ce métier. Alors une définition du métier, pas vraiment. Je crois que ce qui doit réunir les gens qui aiment faire ce métier d'attaché de presse, d'abord c'est un très vilain mot, attaché de presse. Attaché, quelle horreur. Attaché pour un indépendant comme moi, vous imaginez comme c'est vilain. Alors en Angleterre ou aux États-Unis, on parle d'un pillard, d'un public relation. Alors peut-être attaché de près parce qu'on les aime bien, les gens qu'on défend au final. Mais c'est vrai que c'est pas un joli mot quand même. Mais s'il y a bien quelque chose qui doit réunir les qualités d'un métier comme celui-ci, je pense que j'évoquerai d'abord la passion de ce métier. Parce que c'est un métier qui peut être très usant, très fatigant, ne serait-ce que parce que c'est un métier de l'ombre. Quand un livre ne marche pas, on l'impute souvent au mauvais travail de l'attaché de presse. Quand il marche, bah forcément, c'est que l'auteur a écrit un bon livre, et ainsi de suite. Bon, ça c'est un petit peu bateau, c'est un petit peu caricatural, c'est pas tout à fait juste, c'est pas tout à fait faux non plus. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de défendre des auteurs très connus. J'ai été l'attaché de presse de Salman Rushdie sur plusieurs de ses livres, j'ai été l'attaché de presse de François Sagan, de beaucoup de gens que vous connaissez, mais j'ai été aussi l'attaché de presse de gens parfaitement inconnus qui le sont restés, et d'inconnus qui ont réussi à se faire connaître. Pourquoi ceux qui étaient inconnus ont réussi à se faire connaître? Eh bien parce que quand même, ils avaient fait un bon livre. Et je crois que de toute façon, on ne fait pas de miracle sur de mauvais produits, que ce soit un livre ou que ce soit autre chose. Si on vous confie une mission d'attaché de presse, à un moment donné, si ce que vous défendez a une véritable ouverture, un intérêt réel pour les médias, et si vous savez bien le proposer, le vendre, le suggérer, et pour ça, il faut bien connaître ce métier, il faut bien connaître les journalistes surtout. Moi, je sais que j'ai mis des années à bien connaître mes journalistes à moi. Et comme je vous l'ai dit, le milieu de l'édition ne se limite pas aux journalistes littéraires. Il faut connaître les journalistes politiques, il faut connaître les journalistes scientifiques. Quand j'ai un livre de santé, il faut que je connaisse les journalistes de santé. Quand j'ai un livre sur la science, il faut que je connaisse les journalistes scientifiques, de l'environnement, etc. Donc, on a un fichier aujourd'hui, dans l'agence que j'ai créée il y a 7 ans, on a un fichier à peu près de 27 000 journalistes, pour vous donner une petite idée. Alors je ne les connais pas tous intimement, évidemment, mais j'en connais beaucoup, et ceux que je connais bien, j'ai beaucoup déjeuné avec eux, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, et je sais ce qu'ils aiment lire. Et ça, c'est important parce que quand je leur propose un roman que je défends ou un autre ouvrage, j'ai pas tellement le droit à l'erreur aujourd'hui. Il y a une époque glorieuse, il y a 10 ans, 15 ans, j'arrivais à faire lire le livre 5 fois dans la même rédaction. J'avais eu 4 refus et le 5e était le bon. Aujourd'hui, je n'y arrive plus parce que le métier a évolué, il a changé, et si j'ai un coup d'essai, j'en ai qu'un seul. Donc j'ai pas intérêt à me tromper quand je fais lire un roman à un journaliste, et j'ai bien intérêt à connaître ses goûts. Puis je le connais pas non plus sur le bout des doigts, ce journaliste, donc je peux me tromper aussi. Et un journaliste à qui vous faites lire un livre qu'il ne va pas aimer, c'est pas bon pour vous, parce que vous lui faites perdre du temps. Le temps est précieux pour tout le monde, pas seulement pour vous, mais pour eux aussi. Et ils apprécient guère que vous leur fassiez perdre du temps. Par contre, si vous avez bien choisi le journaliste en question, eh ben c'est de l'acquis, et c'est important. Et c'est un métier qui demande beaucoup de mémoire, une mémoire, j'ai envie de dire, presque sans faille. C'est-à-dire que c'est pas, on ne zappe rien, on n'oublie rien. C'est un peu comme Unforgettable que vous regardez sûrement sur TF1. Et bien le métier d'attaché de presse, ça ressemble un peu à cette série américaine. On n'oublie rien, on se souvient de tout, et c'est très important de ne pas oublier ces petits détails qui font partie de ce métier. Évidemment, il faut lire quand on aime ce métier, hein,
parce que je sais qu'il y a des attachés de presse dans l'édition qui défendent des livres sans les lire. Alors je ne sais pas trop comment ils font, parce que si vous voulez donner de la passion... T'as même des écrivains qui font des dédicaces de livres qu'ils n'ont pas écrits. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez donner envie à quelqu'un de lire un livre, il faut lui insuffler cette envie, il faut lui amener cette passion de lire, de lecture, et il faut trouver les mots, il faut le ressenti de ce que vous avez vécu en lisant un livre, c'est ça qui permet aux journalistes de se dire ben, il a raison, au fond, finalement, il était en dessous de la pile, je vais le mettre au-dessus, je vais le lire quand même. Voilà, et puis, ça ne marche pas toujours non plus, et dans ce métier, il faut jamais se décourager. C'est surtout ça qui est très difficile et qui a fatigué et usé beaucoup d'attachés de presse de l'édition, parce que pour des choses que vous arrivez à faire, il y a beaucoup d'échecs aussi, évidemment, de choses que vous n'arrivez pas à faire. Parce que les journalistes, si vous voulez, sont submergés aujourd'hui. Moi, je reçois à peu près 600 à 800 mails par jour. Mes journalistes, ils en reçoivent à peu près 1500. Ceux avec lesquels je travaille régulièrement. Alors c'est vrai qu'on leur envoie des mails, c'est vrai qu'on les appelle sur leur portable, c'est vrai qu'on va les chercher sur Facebook aussi, on leur envoie des textos, on a toutes les manières de pouvoir les attraper, mais ils sont tellement sollicités qu'ils n'en peuvent plus. Et ils reçoivent eux-mêmes à peu près l'équivalent pour les plus grands journalistes, ils reçoivent à peu près 60-70 livres par jour. Donc j'imagine inutile de vous dire que tout ça après ça part... par colis, et vous retrouvez chez J. Bergeon ou dans n'importe quel grossiste qui va récupérer l'ensemble des livres. Donc c'est un métier qui n'est pas facile, mais je ne dirais pas non plus que c'est un métier difficile. Je connais beaucoup de métiers, ne serait-ce que quand j'ai travaillé en usine pendant 6 mois, c'était très peu, 6 mois c'est rien du tout. Mais la vie de ces gens, j'ai compris que c'était une vie difficile. Métier d'attaché de presse, on rencontre des gens quand même assez étonnants, assez extraordinaires. On déjeune et on va dans des endroits qui sont quand même assez superbes. Il y a aussi ce degré de culture quand même qu'on ne peut pas nier. Et moi, j'ai toujours aussi mis une certaine distance entre moi et les écrivains que je défendais. Les écrivains ne sont pas mes amis. Les gens que je défends, les maisons d'édition qui m'ont employé et aujourd'hui qui continuent à le faire même indépendant, je ne suis pas ami avec les écrivains que je représente et que je dois défendre. Je ne mélange pas tout. Voilà, ils ont leur vie, j'ai la mienne, et je suis payé pour faire un boulot que j'estime important, parce que je vais essayer de les faire mieux connaître, d'arriver à les hisser quelque part sur cette pente qui est difficile pour chaque auteur. Il y a tellement de livres qui sortent, mais il y a toujours une possibilité de les faire connaître, à condition d'être particulièrement patient. Et c'est un métier qui demande de la patience, du temps, et surtout ne jamais se décourager parce que sinon c'est un métier qu'il faut arrêter de faire tout de suite. Voilà. C'est vrai que j'aime bien de temps en temps avoir un auteur un peu facile, Michel Onfray et je ne sais qui encore, parce que tout vient facilement, les émissions de télévision se battent pour avoir tel et tel auteur. Hervé était étonné, facile au voilà, sens de facile à vendre. Facile à vendre, bien sûr. Parce mais que... Michel est quelqu'un de plutôt sympathique en plus quand on le connaît un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que les émissions viennent à vous, elles viennent à vous, il faut quand même un peu aller les chercher parce que là aussi, c'est quelque chose qui a changé. Mais enfin, c'est relativement facile de monter des journées de promotion pour quelqu'un comme Michel Onfray. Mais c'est vrai que quand je défends une petite maison qui vient me chercher, qui se trouve à Aix-en-Provence, ou qui se trouve à Rennes, ou qui se trouve ailleurs, à Bordeaux par exemple, et qu'elle vient me chercher pour avoir un peu de visibilité nationale et que je décroche un article dans l'Obs pour un de ses auteurs, eh ben, je suis un peu plus content. Je suis plus fier que ce que j'ai obtenu pour Michel Onfray. Et en même temps, si je n'avais que des petites maisons à défendre, je me tirerais une balle dans la tête parce que je crois qu'à un moment donné, ça serait trop de tension et trop de demandes par rapport à ça. J'ai besoin des deux. J'ai besoin de facilité. J'ai besoin d'avoir des auteurs qui vont chez Ruquier le samedi soir. J'ai besoin d'avoir de temps en temps un article dans Télérama et les Inrocks, ça me rassure. Et puis de temps en temps, c'est vrai que... Non, mais de temps en temps, j'ai besoin d'avoir... les deux, c'est ça qui compte.
pas seulement des facilités et pas que des difficultés non plus. Techniquement, c'est une des questions qui pourrait être posée. Je rappelle, mes amis, que vous pouvez à tout moment poser des questions à Gilles Paris, mais ça, vous le savez, vous êtes des habitués de la maison. Techniquement, comment ça se passe? Ce sont des maisons d'édition qui passent un contrat avec toi, bien entendu. Elles te demandent de promouvoir, de placer en presse des bouquins. Comment ça se négocie? Quelle est la valeur que tu attribues à ce travail? Est-ce qu'il y a des grilles? C'est une question purement technique, mais qui est intéressante. J'ai arrêté de travailler. J'ai donc travaillé. J'ai commencé chez Carrère, où je suis resté donc 3 ans. Je suis parti chez Jean-Claude Lattès, où je suis resté 7 ans, et puis chez Plon, où je suis resté 10 ans. Et puis, dans les dernières années de Plon, d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré, c'est assez drôle, j'ai toujours eu, ça c'est profondément en moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant. Et malgré tout le bien que je pense des entreprises, j'y ai passé quand même pratiquement 30 ans de ma vie, j'avais des envies de créer la mienne. Je trouve j'avais évidemment beaucoup de facilité et de grands intérêts à être dans des groupes et dans des maisons comme Plon, mais à un moment donné, j'ai eu envie d'avoir ma propre entreprise. Je ne le regrette pas aujourd'hui, elle a 7 ans cette année. Je suis comme beaucoup d'entreprises, on en a discuté avec Jean-Luc tout à l'heure, on est 6 salariés, il y a 3 ou 4 stagiaires. Donc les salaires, il n'y a pas de problème, ils sont payés tous les mois. Les charges, par moment, c'est un peu difficile d'arriver à les payer à temps. Et comme vous savez, eh bien, on vous fait pas de cadeaux. On est allé déjà 2-3 fois au tribunal pour régler ça. Ça se passe toujours très bien. Mais c'est vrai que c'est pénible parce que on travaille tellement, on se donne tellement un mal de chien, et on se dit que de temps en temps, il pourrait être sympa. J'ai embauché un chômeur, j'ai embauché une femme qui a plus de 50 ans, j'ai embauché une stagiaire qui travaillait super bien, et j'avais envie qu'elle reste avec nous. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, mais c'est vrai que par moments, c'est quelque chose de difficile d'avoir une entreprise en France. Voilà, pour toutes les raisons que vous connaissez tous. Il faut vraiment, là aussi, il faut vraiment aimer ça, quoi. Voilà, faut vraiment avoir envie de ça. Et alors, quand j'ai commencé évidemment à me mettre à mon compte, les maisons d'édition sont venues me chercher. Ce sont pour la plupart mes plus gros clients, quoi. C'est les maisons d'édition qui me confient entre eux un livre et plusieurs livres à l'année. Mon plus gros client, aujourd'hui, c'est le groupe Flammarion. On doit avoir à peu près 14 livres à l'année, et puis on travaille pour Autrement. Ça veut dire qu'on travaille aussi pour Michel Onfray. On est les attachés de presse du nouveau livre de Stéphane Hessel qui sort la semaine prochaine. Donc, inutile de vous dire que les dernières 48 heures ont été un peu rock'n'roll. Et voilà, donc il fallait très vite que le livre soit présenté aux 20h de TF1 hier soir, de France 2, voilà, et à toutes les radios. Et il fallait qu'on communique auprès de toute la presse en une seule journée. Tout le monde à l'agence s'est mis au garde à vous, et ça a été une journée un peu rude. Mais voilà. La chance de ne pas organiser la soirée entreprise et médias hier. C'était vraiment, tu vois, c'était très compliqué hier. Mais voilà, ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'on a la chance d'avoir acquis au fil des ans des amitiés, même si je vous dis que je ne suis pas ami avec les auteurs. En fait, je ne suis pas ami avec tous les auteurs. Mais évidemment, il y a des auteurs que j'aime particulièrement, qui sont devenus des amis, parce que j'ai défendu un certain nombre de livres, et puis parce qu'on s'est trouvé des points communs, des valeurs communes, et qu'on est devenus des amis comme des amis normaux, enfin voilà, tout ce qui est le plus banal. Et ces amis-là, eh bien, c'est des amis pour la vie, et ils nous imposent dans leur maison d'édition. Ce qui n'est pas évident, parce que c'est des maisons d'édition souvent qui ne veulent pas forcément travailler avec nous. Pour vous donner une petite idée, un attaché de presse indépendant prend à peu près 3-4 000 euros pour défendre un livre, pour s'occuper surtout du national, un petit peu de la province, les articles, etc. Nous, on est beaucoup plus cher, on prend pratiquement 6 500 euros par livre. Mais on fait tout, c'est-à-dire on s'occupe du national, du régional, des salons, des livres, j'entends bien sûr, et les salons des livres, ça veut dire toute l'organisation, la logistique, les billets de train, les transports, les plans médias locaux, etc. Puis sur les salons, on déplace jusqu'à 15-20 auteurs parfois, donc c'est des vraies colonies de vacances qui se déplacent en fait, et on s'occupe de monter des opérations de librairie. J'organise moi-même beaucoup de déjeuners, de dîners, de soirées de lancement. J'ai même, à une époque, ça se fait un petit peu moins dans l'édition aujourd'hui, j'ai monté beaucoup de voyages de presse à l'étranger où j'emmenais des journalistes sur les traces des héros d'un roman. Alors il fallait trouver le sponsor pour que ça coûte pas trop cher. C'était des agences de voyage très souvent qui payaient. Mais j'ai emmené des journalistes
pendant 8 jours, 10 jours, en Birmanie, en Thaïlande, en Amazonie, au Vietnam, etc. Et dans des tas d'endroits absolument extraordinaires. Et je peux vous dire que quand vous passez évidemment 8-10 jours avec des journalistes dans des endroits pareils, ça vous donne des liens qui sont absolument indélébiles et qui me le rendent bien au centuple encore aujourd'hui. Mais ça se fait un petit peu moins dans l'édition, ce principe maintenant. C'était Jean-Claude Lattès qui avait inventé cette idée-là, et c'est comme ça qu'il avait lancé Irène Frein, le dernier Nabab, et Maurice Denuzière, aide-moi Maurice Denuzière, c'était Louisiane. Voilà, Louisiane, qui étaient 2 gros best-sellers, et c'était la première fois qu'on lançait des romans de cette façon-là, en emmenant des journalistes sur les traces des héros du roman en question. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la partie business. Combien de personnes, tu l'as dit, travaillent avec toi? Mais tu l'as dit 6 6, oui. 6 avec toi dedans? Oui, avec moi dedans. Avec toi dedans, plus quelques stagiaires. Est-ce qu'il y a des attachés de presse de chez toi, c'est-à-dire des gens de chez toi qui sont spécialisés plutôt pour ça? Je pense à Eliane dont on parlait et que tout le monde connaît dans la profession, qui est une vraie personnalité. Comment toi, en tant que patron, tu distribues les ouvrages? En fait, il faut que tu connaisses la pétence de tes personnes aussi. En fait, si tu veux, j'ai pas du tout fait comme on fait habituellement. C'est-à-dire, il y a un seul attaché de presse dans l'agence, c'est moi. Oui. Et en fait, Eliane Couton, on a travaillé 10 ans ensemble chez Plon. Voilà, elle était au commercial et c'était une fille que j'adorais parce on est à peu près de la même génération avec Eliane. Elle est un petit peu plus âgée que moi. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et on est très complices tous les deux. Je lui avais demandé d'arriver à l'agence dès que je l'ai créée. Elle était un peu dubitative, elle savait pas très bien où on allait aller, si ça allait marcher. Donc elle a attendu, elle a fait autre chose. Et puis au bout de la moitié du temps, c'est-à-dire il y a 3 ans, je lui ai reposé la question et elle a dit oui. Donc elle m'a rejoint, ce qui était pour mon plus grand plaisir. Les libraires l'adorent, les organisateurs de salons, les gens de la province. Mais on peut dire une chose, c'est par exemple, elle est tellement identifiée que quand on sait que c'est Eliane qui accompagne un auteur, nous-mêmes, ça simplifie les choses. Quand on les interviewe, enfin bon, je le fais à Strasbourg, comme tu sais, quand on sait que c'est Eliane, quoi, bon, on arrive, on a lu le bouquin, on arrive les mains dans les poches, c'est génial, quoi, c'est juste bien. Quoi. Et en fait, si tu veux, ça c'est un petit détail, mais c'est toujours amusant à savoir. Mais la plupart des agences qui sont créées d'attachés de presse indépendants, en tout cas, et qui travaillent dans l'édition, elles se sont toutes plantées, ces agences. Elles ont toutes fermé depuis. Pourquoi ? Parce que les gens qui avaient le talent et qui ont créé ces agences ont délégué, ont pris des attachés de presse juniors et ont mis dans les pattes d'auteurs conséquents des attachés de presse qui ne faisaient pas le poids. Moi, si les gens viennent à l'agence, au départ, c'est pour moi. C'est à cause de mon nom, c'est parce qu'ils me connaissent, c'est parce que la réputation, les années, blablabla. Mais une fois qu'ils ont goûté à l'agence, c'est toute l'agence qu'ils aiment. Parce qu'une agence comme la mienne, c'est une équipe de gens solides. Et c'est avec eux qu'ils ont envie de travailler ensuite, si vous voulez. En fait, il y a donc un seul attaché de presse, en l'occurrence moi. J'ai 2 assistants. Un garçon qui a travaillé aux éditions Léo Cher et Flammarion, qui est mon assistant, qui est mon bras droit vraiment, et qui est un type génial, que j'adore, avec qui je m'entends super bien. C'est lui qui organise tout, qui s'occupe de tous les programmes qu'on envoie à 5000 journalistes. Il les fabrique lui-même, il les fait lui-même. Il a un certain nombre de médias dont il s'occupe avec des affinités particulières, etc. Et il me seconde absolument sur tout. Et puis j'ai un deuxième assistant qui est une assistante qui s'appelle Inès et qui, elle, s'occupe des radios de province. Donc elle travaille à peu près avec 150 radios avec lesquelles on fait des interviews avec les auteurs, des chroniques de livres, des partenariats, tout type de livres confondus. C'est des France Bleu, des RCF, des Chéri FM, et puis des radios indépendantes avec lesquelles on travaille beaucoup. Et on fait même, par exemple, beaucoup venir de journalistes de province à Paris. On leur paye le transport, si vous voulez, par exemple. Et pendant une journée ou 2, ils n'interviewent que des auteurs à nous, qu'on défend. Voilà. Et après, on répartit l'ensemble des frais que nous a coûté le déplacement d'un journaliste selon le nombre de maisons d'édition relatives au nombre d'auteurs qu'ils ont interviewés. Mais ça multiplie les ouvertures, ça multiplie les choix. Et en plus, on a développé avec Inès la partie Internet, qui est très importante aujourd'hui. On a 520 blogs, sites
capables de parler de livres. Il y en a plus de 1000, hein, donc on n'est pas arrivé au bout. Toutes les semaines, on a maintenant des demandes de blogs qui veulent faire ce qu'on appelle des partenariats, c'est-à-dire simplement qu'on leur envoie des livres pour qu'ils puissent en parler. On les suit, on les relance, on est derrière, on fait attention à ce qu'ils font. Ce qui m'a rassuré en m'initiant dans les blogs, c'est de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont créé leur blog. On dit beaucoup que les jeunes ne lisent plus, c'est pas vrai. Ils lisent à peu près entre 110 et 130 livres par an, ce que je trouve quand même assez énorme. Ça me rassure d'entendre ça. Et puis il y a pas très longtemps, dans Livre Hebdo, qui est un peu la bible de l'édition, une enquête qui demandait sur un panel de 1500 personnes quels étaient les médias qui vous incitent à acheter des romans. Et 49% de ce sondage a répondu les blogs et les sites internet. La presse, c'est-à-dire Le Figaro, Le Monde, Libé, représentait 4% de leur choix. La radio nationale représentait 10% de leur choix. La télévision nationale représentait 6% de leur choix. Les réseaux sociaux, 3% de leur choix. Voilà, ça vous donne une petite idée. Donc les blogs, je ne suis pas sûr que tous les éditeurs y croient aujourd'hui, mais moi je pense que les blogs et les sites internet, il ne faut surtout pas les négliger, et c'est quelque chose d'important dans le métier aujourd'hui. Nous, on est assez souvent derrière eux. Voilà. Et puis j'ai une personne qui s'occupe de la comptabilité à plein temps, et qui, comme elle adore ce qu'elle fait et elle aime son métier aussi, elle fait aussi la revue de presse de l'agence. Donc elle s'occupe de trier l'ensemble des coupures de presse qu'on a toutes les semaines. Et je peux vous dire qu'on a un paquet SACOM à faire toutes les semaines. Elle a du travail. Et en plus, on a créé un site qui s'appelle www.gilesparis.com, qui est le site représentatif de notre agence, qui est très actif, et sur lequel on affiche l'intégralité du plan média qu'on a pour chaque auteur, ce que ne font pratiquement jamais les agences de communication. Nous, on met tout ce qu'on obtient. Voilà. Donc on se dit, quand on a des clients nouveaux qui viennent nous chercher, on leur dit, allez regarder sur le site, vous verrez ce qu'on est capable d'obtenir pour tel et tel auteur. Et c'est vrai qu'on suit les livres assez longtemps, généralement, parce que la période de promotion, c'est surtout 2 à 3 mois, généralement. Nous, on les suit entre 6 mois et 1 an. C'est vrai qu'on ne lâche pas les auteurs comme ça.